Bonjour à toutes et à tous. Je suis Fabienne Collet, directrice du département travail de la Directe du Rhône. Je remercie la CCI Lyon Métropole et Saint-Étienne de nous avoir invités à présenter le protocole national du 16 octobre 2020, je le reprécise. C'est pourquoi j'ai demandé à nos experts, c'est-à-dire tout d'abord Franck Bach, ingénieur de prévention à la Directe, spécialisé en risques chimiques et biologiques, ainsi que Madame Nathalie Roche, responsable d'unité de contrôle Centre-Est du Rhône, l'un présentant les aspects techniques scientifiques du protocole, Madame Roche, elle, expliquant les points de contrôle de l'inspection du travail, puisqu'elle pilote une équipe d'inspecteurs du travail, de 11 inspecteurs du travail. Voilà, je vous remercie. Je me passe tout de suite la parole à Franck pour expliquer, je le rappelle, le protocole national du 16 octobre 2020, c'est-à-dire le protocole actuellement en vigueur. Bonjour à tous, je me présente, Franck Bach, ingénieur prévention au département santé sécurité au travail de la Directe Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, je vais vous présenter les grandes lignes du protocole du 16 octobre 2020, à savoir que ce protocole peut éventuellement évoluer de par le contexte épidémiologique actuel de circulation du virus. Le protocole a été conçu en fait, comme d'ailleurs les 3 autres protocoles, parce que nous sommes à la 4e version, suivant les principes généraux de prévention. Les 4 points importants du protocole qui le structure sont l'évaluation du risque à l'exposition au SRAS-CoV-2, à savoir que vous avez une application en ligne sur le site de l'INRS et de l'assurance maladie qui s'appelle Plan d'action Covid-19, qui vous permet de vous aider à faire cette évaluation de ce risque biologique. Autre point important, c'est la suppression du risque à la source. Donc là, ça sous-entend surtout le télétravail. La réduction des expositions qui ne peuvent être supprimées au niveau le plus bas possible, la mise en place de protections collectives et enfin, en dernier lieu, les protections individuelles. Donc le protocole est structuré de cette manière-là, suivant ces principes généraux de prévention. L'ensemble de ces mesures techniques, organisationnelles et de prévention contre l'exposition au SARS-CoV-2 va se faire dans le dialogue social, dans une forme de dialogue social, en impliquant les représentants du personnel, les représentants syndicaux, le CSE. Il est important également de sensibiliser l'ensemble du personnel à ces nouvelles mesures qui s'opposent à une organisation de l'entreprise, éventuellement de mettre ces mesures-là au niveau du règlement intérieur. Vous devez avoir un référent Covid qui va lui structurer l'ensemble de ces mesures au sein de son entreprise et suivre ces mesures-là. Les services de santé au travail peuvent être un conseiller aussi pour la mise en place de ces mesures et la gestion de ces mesures dans le temps. Le protocole pointe des populations à risque au sein de l'entreprise qui sont habituellement déjà très exposées au risque, qui sont les travailleurs détachés, les saisonniers, les intérimaires, les CDD. Là, vous avez sur le site du ministère du Travail des fiches qui citent ces catégories avec les mesures de prévention qui peuvent être mises en place. Un focus est fait également sur les travailleurs qui peuvent développer une forme grave du Covid. Il est fortement recommandé pour ces personnes-là de faire du télétravail. De même pour les personnes qui vivent à leur contact. Si le télétravail n'est pas possible, l'employeur doit fournir pour ces personnes obligatoirement un masque chirurgical. On ne parle pas de masque barrière textile, mais bien de masque chirurgical. Limiter les transports en commun, les déplacements professionnels, et éventuellement avoir des mesures de prévention plus spécifiques pour protéger davantage ces personnes-là à partir du moment où elles se trouvent dans l'entreprise. Si ce n'est pas possible, là, ces personnes qui peuvent développer des formes graves de Covid basculent en chômage partiel. Au niveau des mesures de protection que détaille le protocole national, le travail est recommandé dans le cadre du protocole. Il faut savoir que dans le contexte actuel, il est de plus en plus recommandé. Il y a l'application de ce qu'on appelle les mesures d'hygiène avec la distanciation sociale. Donc ça, ce sont des mesures qui s'appliquent déjà dans la vie de tous les jours et qui s'appliquent dans le monde de l'entreprise, avec notamment l'application des gestes barrières. Et c'est rappelé au sein du protocole au niveau du volet socle commun de prévention. Autre point très important, c'est la distanciation physique qui est de 1 mètre en face à face d'une personne. Il
faut savoir que sur les protocoles précédents, elle était de 4 mètres carrés. Elle est aujourd'hui toujours de 1 mètre. Elle peut potentiellement évoluer. Sachez qu'aujourd'hui, c'est 1 mètre en face à face. Et donc, pour pouvoir respecter cette distanciation sociale, on opère la gestion des flux en évitant les croisements, les concentrations d'individus. Et vous avez l'annexe 1 du protocole qui rappelle de manière très pragmatique des bonnes pratiques qui peuvent s'appliquer dans toutes les entreprises. Autre point important, la réorganisation de l'espace et du process en mettant notamment des séparateurs tels que des plexiglas afin de limiter la dispersion des aérosols et de gouttelettes. Et enfin, l'aménagement des horaires qui permet d'étaler la présence d'individus dans l'entreprise. La jauge de 4 mètres carrés dans ce protocole au 16 octobre 2020, et elle est conseillée de 4 mètres carrés dans les lieux clos où il y a plusieurs individus, notamment les salles de réunion. Elle est recommandée aujourd'hui avec un affichage pour qu'on puisse respecter le nombre de personnes dans ce type de pièce. Elle n'est pas obligatoire aujourd'hui. Point important qui a changé depuis le 1er septembre 2020, c'est le port des masques. Aujourd'hui, dans l'entreprise, le masque est obligatoire systématiquement dans les endroits clos et collectifs, tels que les salles de réunion, les open space, les couloirs, les vestiaires. Le masque est donc obligatoire. Le protocole conseille des masques barrières textiles qui répondent à l'AFNOR S76001. Maintenant, vous pouvez également utiliser des masques chirurgicaux, voire des masques FFP. Le port des masques est toujours et systématiquement associé à la distanciation physique de 1 mètre, à l'application des gestes barrières et à l'hygiène des mains. On a systématiquement ces 4 mesures qui s'appliquent en permanence. Sachez qu'en raison de la pénurie des masques lors de la première vague, des masques étrangers pouvaient être importés. Sachez que l'arrêté qui les autorisait est abrogé depuis le 1er septembre 2020. Donc, on ne peut plus importer sans homologation avec un marquage CE des masques étrangers. Par contre, les distributeurs ont la possibilité d'écouler les stocks. Alors, pour les masques FFP, c'était fin septembre. Pour les masques chirurgicaux, c'est fin octobre. À partir du moment où vous avez constitué des stocks avec ces masques qui ne sont pas homologués CE étrangers, importés, vous avez la possibilité de les utiliser jusqu'à la date de péremption. Point très important, les masques FFP2 qui sont étrangers non homologués CE servent uniquement à la protection du Covid. Ils ne peuvent pas être utilisés pour d'autres types de polluants. Par contre, les masques étrangers qui suivent le processus d'homologation de mise sur le marché avec le marquage CE, eux, sont tout à fait autorisés pour éventuellement la protection contre d'autres types de polluants. Bien évidemment, le port du masque et le type de masque doit répondre aux situations à risque d'exposition et donc à l'évaluation des risques. Il y a la possibilité, de par le fait qu'on est quand même dans une situation de port systématique et obligatoire du masque, de déroger à cette règle dans des situations bien strictes qu'on va voir. Point important, notamment dans le Rhône et la Loire, on se trouve en zone rouge couvre-feu, donc les conditions dérogatoires pour ne pas porter le masque ne s'appliquent pas. Aujourd'hui, actuellement, nous sommes dans une situation où le port du masque est obligatoire systématiquement, quelle que soit la situation, dans les endroits clos, fermés, collectifs. Pour les départements qui ne seraient pas concernés par le couvre-feu, qui seraient soit en zone rouge, orange et verte. Donc, le classement des zones dépend du taux d'incidence. Le taux d'incidence, je le rappelle, c'est le nombre de personnes exposées pour 100 000 habitants, donc de personnes positives pour 100 000 habitants. Donc, en fonction de ces zones-là, on va appliquer des mesures de prévention, de réduction de transmission du virus, plus ou moins contraignantes. Donc ça, on le trouve dans l'annexe 4 du protocole. Je vous ai résumé là les mesures qui s'appliquent. Il y a toujours systématiquement cette distanciation d'1 mètre qui s'applique, d'1 mètre en face à face pour 2 individus. Il est nécessaire et obligatoire d'avoir des ventilations ou aérations, ça dépend de la zone, qui soient fonctionnelles, efficaces et qui répondent à la réglementation. Ce qui sous-entend un point important, il est indispensable de vérifier ces systèmes de ventilation. C'est une obligation réglementaire, un contrôle périodique qui doit être fait au même titre que les vérifications électriques, basé sur l'arrêté du 8 octobre 87. Donc, pour garantir que votre ventilation est fonctionnelle, il faut l'avoir vérifiée. Elle sera mécanique en zone rouge. En zone verte, elle peut être mécanique ou potentiellement naturelle.
Il y a aussi une nécessité d'avoir des extractions hautes qui soient en fait dimensionnées par rapport au volume. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est important d'avoir un bon renouvellement d'air. Dans la mesure où la transmission du virus se fait par gouttelettes et par aérosol, il est nécessaire d'avoir la concentration la plus faible de gouttelettes dans l'air, d'où avoir un renouvellement suffisant à partir d'extractions qui soient adaptées au volume de la pièce. Donc, avoir des grands volumes, notamment pour les zones rouges et oranges. Alors, quand on parle de grands volumes, c'est en fait le fait de respecter systématiquement la distanciation d'1 mètre sans modification substantielle du process. Et ça, quel que soit le poste de travail ou le mouvement des individus qui sont amenés à circuler. Il y a l'obligation d'appliquer des écrans de protection, donc des plexiglas, dans toutes les zones, rouges, oranges et vertes. Point très, très, très important, notre retour d'expérience nous montre que les entreprises n'ont pas toujours assimilé cette notion. À partir du moment où on est dans une logique de retrait du masque, qu'on répond donc aux conditions précédentes, on doit porter systématiquement des visières en zone rouge, orange ou verte à partir du moment où on retire un masque. Vous avez un open space, vos salariés retirent leur masque parce que vous avez respecté la distanciation, parce que la ventilation est efficace, parce que vous avez le renouvellement d'air suffisant. Il y a port obligatoire de visière systématiquement, quelle que soit la zone. Les visières Covid, quand on parle de visière Covid, c'est des visières qui protègent l'intégralité de la surface du visage et non pas ces visières qui peuvent protéger la bouche, qui ne sont pas homologuées, qui ne sont pas efficaces. En zone rouge, il est important d'avoir la densité d'individus au mètre carré la plus faible possible. En zone rouge et seulement en zone rouge, la jauge de 4 mètres carrés s'applique. On est non seulement sur cette distanciation de 1 mètre en face à face, mais de 1 mètre autour d'un individu, et ça exclusivement en zone rouge, quand on cherche à retirer son masque. Et bien évidemment, d'avoir une politique de gestion du risque Covid, que ce soit en zone rouge, orange ou verte. Vous avez ici en fait une extraction de l'annexe, ça reprend exactement ce que je viens de dire. Voilà, en détaillant en fait simplement les différents critères de mesure de réduction du virus. Je rappelle les conditions dans lesquelles on se trouve aujourd'hui de zone rouge couvre-feu. Il n'y a pas de conditions dérogatoires. Le masque est obligatoire dès qu'on se trouve en endroit clos, fermé, collectif. Quand nous ne sommes pas dans des lieux qui soient clos, collectifs, il y a quand même des lieux de travail, indépendamment des zones, où on peut ne pas porter le masque. Et c'est notamment les bureaux individuels. Vous êtes seul dans un bureau, vous avez la possibilité, même en zone rouge couvre-feu, de retirer ce masque-là. Dans les ateliers également, il y a la possibilité de ne pas porter un masque, quelle que soit la zone. Par contre, il faut répondre à un certain nombre de critères de prévention qui sont une ventilation ou une aération qui est fonctionnelle, conforme à la réglementation, c'est-à-dire vérifiée, suivant l'obligation de vérification périodique, avoir un nombre limité d'individus présents dans l'atelier, le respect de au moins 1 mètre entre chaque individu et, chose importante aussi, le port de la visière. En atelier, si vos opérateurs sont amenés à retirer le masque en respectant les 3 conditions précédentes, ils doivent porter la visière. En extérieur, lorsque nous sommes en extérieur dans l'environnement de l'entreprise, le port obligatoire se fait uniquement lorsqu'il y a regroupement d'individus. Donc, on pense notamment au BTP, où lors de réunions de chantier, les individus peuvent se réunir et là, le port du masque devient obligatoire. En dehors, à partir du moment où, en fait, on respecte la distanciation, nous ne sommes pas obligés de porter le masque. Par contre, si vos salariés sont amenés à intervenir sur la voie publique, dans une zone où le port du masque devient obligatoire, c'est la réglementation la plus contraignante qui s'applique et donc ils seront amenés à porter le masque. Dans les véhicules, là, il n'y a pas photo, c'est port du masque systématiquement, notamment lorsqu'il y a du covoiturage. Et puis, vous avez des établissements qui reçoivent le public également, où là, pour tout individu qui pénètre dans le bâtiment, que ce soit pour des salariés ou le public, le port du masque est également obligatoire. Vous avez alors ça je l'ai rajouté, ce n'est pas dans le protocole du 16 octobre, mais on l'a sur le site du ministère. Vous avez des activités qui sous-entendent que le port du masque peut être un risque. Et donc, il y a la possibilité pour ces activités de ne pas porter de masque. On doit répondre tout de même à des mesures de prévention qui sont communes,
qui sont le respect de la distanciation d'un mètre en face à face, d'avoir la densité la plus faible possible, c'est-à-dire une jauge qui soit supérieure à 4 mètres carrés, et toujours avoir une ventilation et une aération qui est conforme, vérifiée selon l'arrêté du 8 octobre 87. Quels sont les secteurs qui sont concernés? Les secteurs des préparateurs qui travaillent dans les chambres à froid, le grand froid. Pourquoi? Parce qu'en fait, on peut avoir, lorsqu'on respire à travers un masque, une humidification. Cette humidification va en fait se solidifier, se cristalliser au niveau du masque et ça peut générer une gêne respiratoire. C'est la raison pour laquelle les préparateurs peuvent ne pas porter de masque dans ces conditions de grand froid. Il y a donc les ouvriers du BTP qui interviennent dans des chantiers extérieurs interdits au public. À partir du moment où ils sont sur la voie publique, le port du masque est obligatoire. Il est important, et là on le stipule, que l'évaluation des risques doit être faite, et notamment toutes les situations de rupture de la distanciation d'un mètre, le port du masque redevient obligatoire. Les soudeurs, souvent parce qu'ils travaillent avec des cagoules ventilées, donc on ne va pas leur demander de porter un masque en plus. Les métiers du nez, où là on comprend que ça peut être une problématique. Vous avez également les journalistes et les invités télévisuels qui peuvent ne pas porter de masque. Alors, il s'avère que nous, aujourd'hui, on en porte un. On est dans des conditions qui supposent qu'on doit avoir actuellement, à l'instant présent, le masque, puisqu'on ne respecte pas forcément la densité la plus faible actuellement. On a parlé du risque de contamination qui était par inhalation. Il existe d'autres types de contamination qui est la contamination manuportée. On touche une surface contaminée et derrière, on porte la main au visage, au nez ou aux yeux. C'est la raison pour laquelle le protocole insiste sur les procédures de nettoyage et désinfection, une fois par jour minimum, voire à chaque changement de poste, mais ça peut être une fréquence beaucoup plus accrue, notamment en fonction du nombre de passages d'individus. Il est important d'identifier quelles sont les surfaces contacts. Donc, le protocole insiste bien sur les sanitaires et les hébergements qui sont identifiés comme des sources de contamination. Il est important, si c'est l'opération de nettoyage, de désinfection est faite par les opérateurs, que ceux-ci soient formés et informés. Au niveau du nettoyage, il faut savoir que les détergents, le savon fonctionnent très bien. Tout ce qui est détergent avec ce qu'on appelle les tensions actifs fonctionne très bien pour le nettoyage. Attention à la désinfection. La désinfection suppose l'utilisation de virucides. Or, un virucide est un agent chimique dangereux, donc il est important de se protéger quand on manipule ce type de produit. Et en plus, une utilisation outrancière de virucides peut développer une résistance du virus. Donc, s'il n'y a pas de contamination, on parle de nettoyage. À partir du moment où il y a une contamination, en effet, là, on parle de désinfection. Tout ça est détaillé dans l'annexe 2 du protocole. Quelques points de vigilance, les vestiaires qui sont identifiés comme des sources de contamination avec l'apparition de clusters. Donc là, il est bien stipulé de respecter les 1 mètre de distanciation, d'avoir des casiers individuels, de les nettoyer régulièrement. Dans la mesure où il y a une contamination par aérosol, il est rappelé aussi dans le protocole que même si on a une ventilation qui est efficace, qui est vérifiée, de aérer de 3 heures toutes les 15 minutes, toujours pour avoir la charge virale la plus faible possible en suspension dans l'air et de toujours favoriser ce renouvellement d'air. Le socle commun au niveau des mesures d'hygiène, donc là je passe rapidement parce que c'est des choses qui sont connues. On rappelle quelles sont les mesures d'hygiène appliquées, la distance physique, le port du masque. Il y a des points qui sont quand même détaillés en plus, notamment sur la gestion des déchets, d'avoir des poubelles Covid qui soient si possible pas manuelles et où on va en mettre temporairement les déchets de telle manière que le virus va se détruire naturellement au contact de l'air. Et une fois détruit, généralement c'est au bout de 24 heures, on peut jeter ces déchets dans la filière d'élimination classique des déchets. Le protocole rappelle aussi quels sont les différents dispositifs de protection. Donc, au niveau des protections collectives, et on le rappelle dans l'ordre des principes généraux de prévention qui sont obligatoires avant le port du masque, c'est bien sûr les mesures techniques et organisationnelles, la mise en place des camps physiques qui permettent toujours de stopper les gouttelettes et les aérosols, les mesures organisationnelles qui sont la gestion des horaires, les doublements des équipes, tout ça c'est stipulé dans l'annexe sur la gestion des flux. Au niveau des masques, les masques sont bien un complément, rentrent en complément des gestes barrières, la distanciation, des mesures d'hygiène. Ils rentrent en complément aussi des mesures techniques et organisationnelles qui ont été mises en place dans l'entreprise. Ce n'est pas parce qu'on met des masques qu'on se dédouane de la mise en place de ces mesures techniques et organisationnelles. Point important aussi qui est apparu dans ce protocole qu'on n'avait pas forcément dans les précédents, la Haute Autorité de Santé Publique
recommande fortement que les masques FFP2 soient réservés aux professionnels médicaux. Toutefois, si vous avez des salariés à un poste de travail qui sont exposés à un risque autre que le Covid, à des polluants atmosphériques, bien évidemment, il faut continuer à protéger ces salariés avec des masques FFP2 qui, eux, sont donc homologués, marquage CE. Si vous avez des masques FFP2 étrangers importés non homologués, ils ne conviendront pas à une exposition à des polluants autres que le Covid, je le répète. Au niveau des visières, les visières sont un équipement de protection individuelle. Elles ne permettent pas de se substituer au masque, mais rentrent en complément du port du masque contre des pénétrations oculaires. C'est la raison pour laquelle elles sont utilisées lorsque notamment on est dans des situations de travail, de proximité d'individus où les séparateurs physiques ne sont pas possibles. On l'exemple par exemple d'une opération de maintenance où on intervient sur une machine avec 2 opérateurs où là il y a rupture de la distanciation, il y a port du masque et bien sûr de la visière. Important aussi de nettoyer ces visières puisque les surfaces internes ou externes sont potentiellement des surfaces contaminées en présence de personnes symptomatiques malades. Au niveau des gants, il n'est pas recommandé de porter des gants contre la protection contre le Covid dans la mesure où il n'y a pas de pénétration cutanée du virus. Toutefois, lors d'opérations, par exemple, de désinfection et l'utilisation d'agents chimiques dangereux, il est important d'utiliser des gants pour se protéger contre les produits chimiques dangereux, pas contre le Covid. D'autant plus que ça donne une fausse sensation de protection. On est moins vigilant sur les gestes barrières et c'est à ce moment-là qu'on peut potentiellement se contaminer. Au niveau de la démarche du dépistage, donc pour les personnes qui sont symptomatiques et personnes contacts, celles-ci doivent ne pas se rendre au travail, contacter leur médecin et aller faire un test de dépistage pour savoir si elles sont positives ou pas. Et en attendant des résultats, bien sûr, elles sont en isolement. L'entreprise doit développer aussi un protocole de prise en charge d'une personne malade. Vous n'êtes pas à l'abri qu'un de vos salariés développe des symptômes une fois qu'il est en poste. Et donc là, en effet, il faut avoir défini un protocole pour isoler la personne, éventuellement pour recevoir les secours et éventuellement ensuite pour évacuer la personne. À partir du moment où vous êtes confronté à des situations de présence de personnes malades dans votre entreprise, l'évaluation des risques est à revoir, à remettre à jour pour identifier ces nouvelles situations qui n'auraient pas été identifiées initialement. Et également, il est demandé aux employeurs de collaborer avec les autorités sanitaires, notamment dans le cas des enquêtes contact tracing, qui consistent à identifier les personnes qui ont été en contact avec une personne malade, voire éventuellement d'aider l'ARS, si vous avez un cluster dans votre entreprise ou dans un périmètre proche où se trouve votre entreprise, de participer, d'accompagner l'ARS sur l'identification des différentes personnes et la mise en place de cette campagne. On le rappelle, l'employeur ne peut pas demander l'organisation d'une campagne au sein de son entreprise, ni demander à son salarié de faire des tests de sérologie. Le protocole national détaille un protocole de prise en charge des personnes symptomatiques qui seraient présentes dans votre entreprise. Donc, ce protocole est à rédiger en accompagnement avec les services de santé au travail. À partir du moment où vous avez une personne symptomatique, c'est-à-dire la fièvre, la toux, les difficultés respiratoires, les difficultés à parler, avaler ou une perte de goût, on est potentiellement face à une personne symptomatique, malade. Donc, il est important de l'isoler dans une pièce dédiée. Alors, si possible, avec une ventilation qui ne communique pas avec d'autres pièces, parce qu'il y a un risque de transfert des aérosols et des gouttelettes. De former des personnes pour la prise en charge de cette personne, d'autant plus si elle présente des vraies détresses respiratoires. Dans ces cas-là, il faut appeler le 15, qui viendront et donc définir les modalités pour les accueillir. Derrière, vous pouvez être accompagné par le service de santé pour qu'il peut vous conseiller sur la procédure à suivre pour opérer un nettoyage, voire une désinfection si la personne est malade et qu'elle a des symptômes. Au niveau du circuit, donc au premier niveau de la détection, c'est le médecin traitant qui lui enverra l'information auprès de l'assurance maladie. Elle sera informée qu'une personne est donc positive et derrière va se déclencher l'enquête contact tracing. Et toute personne qui devient personne contact va être isolée 7 jours à partir du dernier contact avec la personne malade. Le ministère ne recommande pas de baser la prévention sur la prise de température. Déjà parce que la fièvre n'est pas un symptôme exclusif de la présence de la Covid dans un individu.
Par ailleurs, se posent les problématiques de données médicales, la confidentialité de ces données et de la traçabilité de la conservation de ces données-là. Toutefois, vous pouvez mettre en place ce type de procédure à partir du moment où ça s'inscrit dans des démarches globales qu'on a pu voir de mise en place de mesures organisationnelles, de mesures techniques. Éventuellement, ça peut être pris en compte dans ce cadre-là. Toutefois, si par exemple vous êtes confronté à un salarié qui a entre guillemets au-dessus du seuil que vous avez défini, si vous le renvoyez chez lui, le versement du salaire se fera par l'employeur, non pas par l'assurance maladie, dans la mesure où c'est une mesure organisationnelle de l'entreprise. Sont résumés ici l'ensemble des mesures, enfin, des annexes du protocole. Je vous ai rajouté 3 diapositives qui sont issues du site du ministère. Quelles sont la démarche à suivre par un employeur en cas de cluster? Donc, contacter l'ARS et l'inspection du travail. Derrière, elle va s'enclencher l'enquête contact tracing. Consulter le service de santé au travail. Mettre en place cette procédure de désinfection des locaux. Informer le CSE. Revoir l'évaluation des risques. Informer l'ensemble des salariés et éventuellement, dans la mesure où il y a une contamination, reformer les salariés sur les gestes barrières. On rappelle bien, il y a bien une interdiction d'imposer un test, de conserver des données, de divulguer des noms, et puis interdiction d'imposer à un salarié qui est positif au Covid de venir travailler. La définition des cas contacts rapprochés, donc en gros, c'est quand on a la rupture de la distanciation, qu'on est en contact avec une personne sans masque, on devient personne contact. Et notamment si on est amené à avoir un contact physique. Le contact d'une personne contact n'est pas contact. Alors ça, c'est un point important. C'est uniquement ciblé sur la personne malade et la personne qui était en contact avec cette personne malade. Et bien évidemment, il est interdit d'utiliser, enfin d'avoir des fichiers des personnes qui ont été contaminées et cas contact. Seules les autorités de santé publique sont habilitées à le faire. Enfin, pour finir, vous avez en fait le site du ministère. Il faut savoir que donc, ce protocole date du 16 octobre 2020. Le site du ministère, lui, est mis à jour régulièrement. Vous avez une mise à jour qui date de la semaine dernière et vous en avez quasiment toutes les semaines. On vous a mis des documents utiles, notamment vous avez 2 guides qui sont très bien présentés, un à destination des employeurs et un à destination des salariés en indiquant quelles sont les obligations de chacun. Donc ça, c'est très convivial, c'est assez simple d'appropriation. Point important, vous avez un question-réponse aussi qui est très intéressant parce que ça aborde des questions beaucoup plus pratico-pratiques que vous pouvez rencontrer en entreprise, alors qui sont soit concernant des mesures générales, les femmes enceintes ou les personnes à risque, les masques, le télétravail, la gestion des personnes symptomatiques, la gestion des personnes guéries, comment on fait revenir une personne dans l'entreprise, les droits de retrait d'alerte et puis également le rôle de l'inspection. Donc ces questions-réponses sont mises à jour quasiment toutes les semaines. Donc vous avez le lien et vous pourrez aller les voir et je vous conseille d'aller les voir régulièrement puisque c'est complet, ça complète le protocole qui lui est mis à jour tous les 2-3 mois. Donc là au moins vous aurez une information qui est actualisée assez rapidement. Vous avez des fiches conseils métiers donc propres à chaque métier avec des mesures de prévention qui ont été faites par le ministère et qui vous permettent pour votre secteur d'activité de mettre en place des mesures un peu plus précises. Et également, par rapport au protocole national qui est un cadre général, vous avez des branches professionnelles qui se sont appropriées ce protocole et qui l'ont adapté à leur profession, qui vous permet également d'avoir des éléments complémentaires. Et donc, vous avez à chaque fois le lien pour aller sur le site du ministère. Donc, c'est assez simple. Vous avez un onglet Covid et derrière, vous avez l'intégralité des rubriques. C'est assez convivial d'utilisation. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Et nous allons répondre à vos questions une fois l'intervention de Nathalie Roche finie. Merci. Merci beaucoup Franck. Il nous a fait un exposé assez complet sur le protocole actuel. Nous le répétons, ça ne veut pas dire que nous anticipons sur le futur protocole, nous n'en savons pas plus que vous. Donc là, c'est le protocole en l'état actuel des recommandations de la Haute Autorité de Santé et du ministère du Travail. Sachez cependant que la plupart des recommandations que vous a exposées Franck resteront très certainement sur tout ce qui est
équipements individuels, surtout sur tout ce qui est protection collective, qui bien évidemment précède tout ce qui est équipement de protection individuelle, même si par ailleurs il faut porter une grande attention aux protections individuelles, mais la protection collective, elle est tant technique qu'organisationnelle que d'hygiène. Maintenant, je vous propose de passer la parole à Madame Nathalie Roche, qui vous expliquera les points de contrôle, les points de contrôle de l'inspection du travail. Elle fera un petit retour d'expérience. Merci. Bonjour à tous. Alors moi, effectivement, dans un premier temps, je vais déjà vous préciser qu'on ne fait pas des contrôles spécifiques Covid, que généralement, effectivement, on aborde l'exposition au Covid dans le cadre d'un contrôle global de l'entreprise. Pour autant, effectivement, compte tenu de la situation sanitaire, les agents de l'inspection du travail sont forcément obligés d'aborder ce sujet-là lorsqu'ils viennent en contrôle dans l'entreprise. Si j'essaie de faire simple, en fait, on va dire que c'est du bon sens principalement, hein, le contrôle en termes de risque Covid. Monsieur Bach vous a déjà expliqué un certain nombre de choses réglementaires qui sont relatives notamment à tout ce qui est vérification de l'aération et de la ventilation dans les locaux de travail. Effectivement, dès qu'on a des dispositifs mécaniques, il faut d'une part vérifier ces dispositifs mécaniques pour s'assurer qu'effectivement ils continuent à jouer leur rôle. Et puis d'autre part, si on constate des dysfonctionnements, à ce moment-là, il faut remédier aux dysfonctionnements. Le but du jeu étant effectivement de disperser au maximum l'ensemble des polluants pouvant être présents et notamment tout ce qui est postillon et charge virale au niveau des locaux de travail. Ensuite, lors d'un contrôle classique, on va s'intéresser à tout ce qui est mesures d'hygiène mises en œuvre par l'entreprise. Notamment, on va regarder des choses très basiques. Y a-t-il des lavabos? Si oui, ces lavabos sont-ils munis de savon? Sont-ils munis d'eau chaude, eau tiède, eau réglable? Y a-t-il des moyens de séchage? Est-ce que ces moyens de séchage sont individuels? C'est ce qui est préconisé, hein. On ne va pas se retrouver avec la vieille serviette à côté du lavabo pour s'essuyer les mains, sinon on se recontaminerait. Donc, on va regarder ce genre de choses. On va également s'intéresser à tout ce qui est mis à disposition pour les salariés de gel hydroalcoolique, le cas échéant, dans l'hypothèse où le lavage de mains ne serait pas possible ou nécessaire d'utiliser une solution hydroalcoolique entre deux lavages. Donc ça, on va effectivement s'intéresser à tous ces éléments-là. On va s'intéresser également à tout ce qui est évaluation des risques. Monsieur Bach vous l'a dit, le document unique d'évaluation des risques et notamment l'aspect Covid est un élément essentiel puisque en fonction, on va dire, de l'organisation de votre entreprise, des risques auxquels sont exposés les salariés, du nombre de personnes présentes, de l'organisation des ateliers, votre évaluation du risque Covid va être un élément essentiel qui va vous permettre derrière d'organiser le travail des salariés de manière à respecter l'ensemble des mesures barrières qui ont été abordées par Monsieur Bach. Donc voilà, on va regarder toujours sous le même aspect en termes d'évaluation des risques, si vous avez un plan de continuité de l'activité, si oui, qu'est-ce qu'il contient? Est-ce que vous mettez en place le télétravail? Sous quelle forme? À quelle fréquence? On va s'intéresser vraiment à cette organisation-là. Au-delà de tout ça, quelle information vous avez donnée aux salariés, notamment sur les risques de contamination? Une formation des salariés a-t-elle été faite sur ces mesures? Cette formation a-t-elle également été faite sur le port des équipements, on va dire de protection individuelle, mais en tout cas le masque, comment je mets un masque, comment je l'utilise, à quelle fréquence je le change ou je le jette? Tous ces éléments-là, toute cette communication-là, a-t-elle été mise en place dans l'entreprise? Les salariés ont-ils été informés de ces sujets-là? Ça fait partie des choses qu'on va regarder. Derrière, on va enchaîner généralement avec tout ce qui est entretien des locaux de travail. On l'a déjà abordé, tout ce qui est entretien, nettoyage / désinfection
des locaux de travail, voire des points contacts, va être un élément qu'on va vous demander d'identifier. À ce titre-là, il y a des choses qu'on identifie assez facilement. Les interrupteurs, les poignées de porte, jusque-là, tout va bien. Il faut également penser qu'il y a un certain nombre d'équipements de travail qui sont utilisés dans les entreprises, qui sont communs aux salariés, qui peuvent être utilisés par plusieurs salariés. Alors, je vais penser à des transpalettes, je vais penser effectivement à des chariots élévateurs, qui quelquefois dans les entreprises sont utilisés par plusieurs salariés successivement. À ce moment-là, on va vous demander effectivement quel type de nettoyage vous avez mis en œuvre justement pour éviter qu'on ait des équipements de travail qui soient touchés par plusieurs salariés successivement sans bénéficier d'un nettoyage. On va s'intéresser là encore à la désinfection des différents postes de travail des salariés, nettoyage, désinfection des différents postes de travail des salariés. On va s'intéresser à tout ce qui est entretien, désinfection des vestiaires, des sanitaires, quelles sont les procédures de nettoyage, à quelle fréquence. Ça va faire partie, on va dire, d'un gros morceau en termes de contrôle dans l'entreprise. C'est vraiment toutes ces procédures de nettoyage, comment elles sont faites, comment elles sont organisées, à quelle fréquence, par qui. Est-ce qu'il y a un traçage de ces procédures de nettoyage? Dire oui, c'est bien, mais voilà, quel point contact j'ai pu établir. Après, qui nettoie, à quelle fréquence et surtout comment je suis capable de le retracer, c'est ça qui va nous intéresser. Concrètement, c'est bien beau de dire une fois par jour, il y a un salarié qui s'occupe du nettoyage. C'est bien. Alors, il s'occupe de quel nettoyage? Quels sont les points contacts qui vont être nettoyés? Et qui est ce salarié? Ça, c'est des éléments qu'on doit penser à pouvoir retracer de manière à s'assurer que ces nettoyages réguliers sont bien effectués. Monsieur Bach vous l'a dit aussi, on va s'intéresser à tout ce qui est aménagement des locaux de travail, avec notamment la configuration. Alors, des choses toutes bêtes, hein, notamment dans les bureaux partagés, on va s'intéresser par exemple à y a-t-il une climatisation? Alors, je sais, c'est plus trop l'époque, mais on va dire que la thématique peut être la même pour un chauffage qui serait positionné sur la partie haute de la pièce. On va s'assurer qu'effectivement le flux d'air, quel qu'il soit, n'aura pas pour conséquence de disséminer des particules de virus d'un salarié qui est placé immédiatement au-dessous vers quelqu'un qui est placé en face. Donc c'est de la logique. Pour autant, ça fait partie des points de contrôle et des éléments qu'on peut être amené à relever quand on vient en contrôle dans l'entreprise. On est vraiment sur l'organisation des espaces de travail, avec à la fois l'aspect distanciation et organisation dans l'espace des différents postes de travail. Toujours en termes de contrôle, on va s'intéresser effectivement à l'organisation du travail qui a été retenue, ça je l'ai déjà abordé, notamment sous l'angle télétravail. Est-ce que des missions sont télétravaillables? Si oui, à quelle fréquence les salariés sont mis en télétravail? Comment je fais pour limiter les déplacements au sein de l'entreprise? Excusez-moi. Et puis, on va s'intéresser, je perds ma voix, excusez-moi. On va s'intéresser également à tout ce qui est déplacement en transport en commun, éventuellement pour les salariés qui seraient amenés à se déplacer d'un point A à un point B en transport en commun. Sur la limitation des regroupements, on va s'intéresser en parallèle à tout ce qui est espace commun. Donc là, je pense principalement aux salles de réunion, aux salles de pause, aux vestiaires, et puis effectivement aux machines à café, photocopieurs, équipements qui sont mis en commun et où on peut se retrouver parfois avec des salariés qui se regroupent dans ces espaces. Donc là encore, on va regarder comment c'est organisé. Est-ce qu'on a des limitations, des jauges, des espacements qui sont mis en place, une signalétique qui est mise en place pour rappeler à tout le monde les gestes barrières et la distanciation sociale. On va s'intéresser enfin, lors des contrôles, à la fois aux salariés de votre entreprise, mais également aux salariés des entreprises extérieures qui sont amenés à intervenir. Alors, je pense notamment aux livreurs qui peuvent venir régulièrement dans votre structure. Comment sont-ils accueillis? Est-ce que vous avez mis en place un protocole de sécurité, par exemple, pour des livraisons
en définissant les règles qui sont applicables dans votre entreprise. Tout ça, on va aussi l'aborder sous l'angle Covid, puisqu'on a habituellement un certain nombre de documents qui existent. Alors, je pense effectivement au protocole de sécurité ou au plan de prévention en fonction des différents types d'interventions. Mais ces documents-là doivent aussi être vus sous l'angle Covid et risques liés à la dispersion du virus et aux moyens de prévention. Alors, j'ai cité les livreurs. Je pense aussi notamment si vous avez des services de sécurité. Les entreprises de sécurité qui interviennent en votre sein sont bien entendu concernées aussi par le Covid. Donc, pensez bien que ce n'est pas seulement les salariés de l'entreprise, mais c'est bien la communauté des travailleurs qui intervient sur la structure qui peuvent être concernés. Voilà, en gros, je vous le disais, c'est principalement du bon sens. Mais voilà, en gros, les points de contrôle qui seront vus par l'inspection du travail dans l'hypothèse d'un contrôle. Et là encore, je vous le redis, ça ne va pas être un contrôle Covid pur et dur, mais ça va bien être un contrôle qui va être pris plus globalement sur des points qui seront le Covid et d'autres points de contrôle qui peuvent exister dans les services. Moi, j'ai terminé sur la partie de ce que l'inspection du travail va pouvoir regarder concrètement dans les entreprises lors de ces contrôles. Et je vais donc laisser la parole à Fabienne Collet pour les questions que vous allez pouvoir nous poser et auxquelles nous allons essayer de répondre avec Monsieur Bach. Merci beaucoup. Merci beaucoup Nathalie, qui a été à la fois vivante et qui a bien exposé nos principaux points de contrôle. J'ai une question pour l'instant, donc peut-être en aurons-nous d'autres. Il s'agit d'une entreprise qui a un salarié qui est considéré comme une personne à risque et qui, alors que tous les autres salariés portent un masque en tissu fourni par l'employeur, refuse de mettre le masque chirurgical qui lui est réservé à lui puisqu'il est personne à risque. L'employeur demande ce qu'il peut faire pour l'obliger à porter le masque chirurgical qui est très probablement préconisé par le médecin du travail. Nathalie ? Donc effectivement, dans un premier temps, il va falloir s'assurer que cette préconisation relève bien du médecin du travail. Le médecin du travail, lui, va envisager le fait que l'état de santé du salarié est aussi compatible avec le port du masque chirurgical. Si tel est le cas et que cette préconisation émane bien du médecin du travail, à ce moment-là, ça fait partie des obligations du salarié de porter le masque dans les espaces de travail, tel que ça a été à la fois édicté par l'employeur, souvent par le biais d'une adjonction au règlement intérieur, d'une note de service valant adjonction au règlement intérieur. Dès lors, un salarié qui refuserait de porter le masque peut effectivement faire l'objet de sanctions disciplinaires. Alors là encore, il va falloir grader les sanctions en fonction de la faute qui est commise par le salarié. Mais en tout cas, toutes les sanctions disciplinaires qui sont prévues par votre règlement intérieur sont dès lors applicables aux salariés qui refuseraient de porter le masque. Non, je n'ai pas d'autres questions. Ce que je vous propose, c'est de faire un... Oui. Les masques textiles et les masques chirurgicaux sont des masques qui permettent non pas de protéger le porteur, mais qui empêchent de contaminer la personne en face. Contrairement aux masques FFP, donc FFP1, FFP2, FFP3, où là en effet le porteur est protégé, l'air est filtré, l'air expiré et l'air inspiré est filtré pour les masques FFP. Pour les masques chirurgicaux et les masques barrières textiles, le porteur, lui, n'est pas protégé. Il a été montré que pour les masques chirurgicaux, il y a tout de même une protection par rapport aux projections, mais pas par rapport aux aérosols. Or, maintenant, scientifiquement, on sait très bien qu'il y a une contamination par aérosol. Donc, je répète bien, un salarié qui porte un masque chirurgical, un masque textile n'est pas protégé. Il protège les personnes en face, d'où le fait d'avoir un port collectif par l'ensemble pour que la mesure soit efficace. Sinon, en effet, celle-ci perd de son efficacité. Voilà, c'était un petit point important parce que parfois les salariés ont le sentiment d'être protégés lorsqu'ils portent un masque. Non, ils vont protéger les personnes qui sont en face d'eux. Voilà.
Oui, j'ajoute qu'un des arguments, c'est aussi de dire aux personnes que lorsqu'elles portent un masque, elles protègent les autres. Souvent, les personnes sont plus sensibles au fait de protéger les autres qu'eux-mêmes, parce que tout le monde n'a pas la même crainte du Covid. C'est quelque chose d'assez personnel. Ce que je vous proposerais peut-être, c'est de faire un petit retour d'expérience sur les contrôles qui ont eu lieu en pleine période de crise du Covid, notamment de mars à mai, hein, ce qui a été fait dans le Rhône. Donc il y a eu des contrôles, notamment des contrôles dans les grandes surfaces ou dans des surfaces de vente, puisque la plupart des autres entreprises étaient fermées. Le plus souvent, les points de contrôle le plus souvent, les collègues y allaient une première fois, faisaient toute une liste d'observations. C'est jamais que du rappel de réglementation, c'est de l'information, de la sensibilisation, puis revenaient pour voir si leurs recommandations avaient été suivies des faits. Et si ça n'avait pas été suivi des faits, avaient la possibilité de mettre des mises en demeure directes, c'est-à-dire signées soit par le directeur de l'unité départementale, par délégation du directeur régional, soit par moi-même, qui est cette même délégation. Il faut savoir qu'une mise en demeure, en fait, c'est une obligation de faire dans un temps restreint, hein. Donc il y en a eu 16. C'était le plus souvent des grandes surfaces, mais il y a eu aussi des services d'aide à domicile. Il y a eu aussi des épiceries, enfin des surfaces alimentaires le plus souvent. Ça a été très efficace, hein. Le plus souvent, l'employeur s'est mis en conformité rapidement, d'autant plus rapidement qu'avec le temps, il y avait beaucoup plus de cloisons en plexiglas qui pouvaient être mises, que le gel hydroalcoolique était plus disponible, etc. Nous avons eu également un référé. Alors le référé, en fait, c'est le fait d'alerter la justice d'une situation de danger grave et imminent. Là, en l'occurrence, c'était une entreprise de coursiers qui n'assurait pas la santé et sécurité de ses coursiers et qui demande à l'entreprise, la justice demande donc à l'entreprise de prendre un certain nombre de mesures dans un temps délimité, hein. C'est une procédure qui est lourde, qui est, je pense, relativement traumatisante pour l'entreprise, mais qui peut être efficace. Voilà. Mais la plupart du temps, ça s'est beaucoup réglé par des visites, des lettres d'observation, du renseignement, de la sensibilisation, ce que nous faisons tout à fait régulièrement. Deuxième question. Une personne positive au Covid peut-elle reprendre le travail après 7 jours d'arrêt maladie? Franck? À partir du moment où la personne ne présente pas de symptômes, en effet, elle peut reprendre en effet son activité sans problème. Alors, j'appelle votre attention sur la formulation de la question. C'est 7 jours d'arrêt maladie. Oui, 7 jours d'arrêt maladie. Alors oui, la personne. Alors si la personne a eu 7 jours d'arrêt maladie, en effet, au bout de 7 jours, elle peut reprendre. Tout à fait, on considère. Et encore une fois, je le répète, en l'absence de symptômes, en effet, puisque le temps. Alors le risque de contagion d'une personne à partir du moment où elle présente des symptômes, généralement c'est 2 jours avant l'apparition des symptômes et c'est 5 jours après. C'est pour ça qu'on parle de ce délai de 7 jours à chaque fois. Donc 7 jours d'arrêt maladie, la personne n'est plus considérée comme contagieuse et elle peut reprendre en effet son activité. Nous avons eu des questions de la part d'employeurs, notamment sur le fait que certains arrêts maladie délivrés par le médecin traitant sont très inférieurs à 7 jours, ce qui peut choquer. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que si le médecin traitant estime que la personne peut être mise efficacement en télétravail, il peut donner un arrêt très court, puisque la personne, par exemple, peut ne pas avoir de symptômes
être asymptomatique ou des symptômes très légers, mais elle doit rester en isolement. Donc en fait, ce sera 2 jours d'arrêt, mais le restant, ce sera de l'isolement à charge pour l'employeur de mettre la personne en télétravail si faire se peut. Alors, j'ai une question que je ne comprends pas bien. Apparaître dans le DU. Ah, le document unique d'évaluation des risques. Je pense que c'est ça. Pardon? Ah, pardon, zut. Oui, d'accord. Alors, si les salariés sont exposés au risque de contamination dans leurs activités, notamment s'ils sont en contact rapproché à moins d'1 mètre avec du public, des clients, des patients, le document unique doit être mis à jour par l'employeur. Cette mise à jour doit être faite après avoir évalué le risque biologique de contamination lié au Covid. En complément, c'est la réponse, ça? Ne devrait pas nécessairement apparaître. À noter, si le risque biologique, si le Covid n'est pas généré par l'activité professionnelle, exemple des salariés n'étant pas en contact rapproché avec du public, des clients ou des patients, entre autres, il ne devrait pas nécessairement apparaître dans le document unique. Ah, non, là, oui. Alors, un point important, là, si on aborde un point sur l'application de la réglementation biologique ou pas, où on a une circulation active du virus, qu'elle soit dans l'entreprise, en dehors de l'entreprise, les contaminations peuvent se faire dans toutes circonstances. Donc, ce risque doit être évalué. Il n'y a pas une notion de fréquence de contact des personnes extérieures de l'entreprise, la réception du public. On doit évaluer ce risque. Ensuite, en effet, les mesures de prévention vont être mises en adéquation par rapport à la gravité de ces situations à risque. Sur l'application de la réglementation biologique, si vous avez un cas avéré, un cas positif, là, potentiellement, dans la mesure où ce cas est confirmé, peut s'appliquer une réglementation biologique à ce moment-là. Elle s'applique aussi, alors je passe sous couvert, je parle, Nathalie pourra compléter, mais par exemple, si vous avez également des actes médicaux qui sont effectués sur une personne qui est bien malade, là, en effet, on est sur ce qu'on appelle un risque spécifique et donc, en effet, s'applique cette réglementation. Indépendamment de l'application de la réglementation au risque biologique ou pas, on a les principes généraux qui s'appliquent et on doit à un moment donné évaluer tous les types de risques qui existent dans l'entreprise et de par la circulation active du virus, on doit évaluer les risques d'exposition au SRAS-CoV-2 dans les entreprises. Encore une fois, ce risque peut être jugé comme faible éventuellement. Hein. Mais quoi qu'il en soit, l'évaluation est un passage obligatoire par l'entreprise. Il faut évaluer ce risque-là. Je propose de donner la parole à Nathalie. Hop. Moi, j'ai pas, en termes d'éléments complémentaires par rapport à ce qu'a dit Franck, effectivement, sur des activités qui sont très spécifiques, où on aurait déjà l'existence d'un risque biologique, ce risque biologique est effectivement évalué dans le document unique qui est déjà mis en place par l'employeur. Dans le cadre de la circulation active du virus, il y a effectivement un complément au niveau de ce document unique qui va être mis en place, notamment pour les activités de soins ou en cas de présence de personnes contaminées. Et à ce moment-là, l'évaluation des risques va bien porter, y compris sous l'angle Covid. On n'a pas de difficulté de ce côté-là. L'évaluation des risques portera sous l'angle Covid avec, comme vous l'a dit Monsieur Bach, soit dans une première hypothèse, vous avez des cas confirmés ou vous travaillez au contact de personnes qui sont malades et à ce moment-là, effectivement, l'application de la réglementation au risque biologique vous est bien applicable. Dans l'hypothèse contraire, on va simplement évaluer les risques et mettre en place les mesures de prévention adaptées. Autre question. Si le Covid est attrapé dans le cadre du travail, est-ce un accident de travail? Alors là, c'est pas notre champ de compétence parce que là, on bascule sur au niveau d'assurance maladie. En effet, il y avait des pourparlers qui avaient lieu au niveau national sur ce sujet-là pour savoir si en effet, voilà, pour les métiers des soins en effet.
mais exclusivement pour les métiers des soins, parce qu'en fait, la difficulté, c'est l'identification du lien de causalité. Et aussi bien pour des personnels soignants qui sont en contact de personnes malades, en effet, là, le lien de causalité peut être identifié. À partir du moment où on est quand même dans une situation de circulation active, on peut rarement dire où est la source de la contamination. Il est quand même difficile d'identifier cette source-là dans l'entreprise, parce qu'encore une fois, une personne peut être contracter le virus en dehors et manifester les symptômes dans l'entreprise. Donc là, ça devient très compliqué. Mais pour le personnel soignant, en effet, on est en contact avec des personnes malades, donc on peut mettre en avant ce lien de causalité assez facilement. Donc là, clairement, on sera plutôt sur une déclaration de maladie professionnelle que sur un accident du travail. Déclaration de maladie professionnelle, je vous rappelle que c'est au salarié de la faire, pas l'employeur, hein. Et que d'autre part, c'est fondé sur des tableaux de maladies professionnelles. Là, pour le Covid, je crois qu'il y en a 2 pour les métiers du soin, pas pour les autres. Pour les autres métiers, cela peut être reconnu par le biais de la C2RMP, c'est-à-dire la commission paritaire de médecins, d'un collège de médecins, qui reconnaît au cas par cas des maladies à caractère professionnel en fonction des éléments qui leur sont apportés, hein. Donc, pour l'instant, la responsabilité de l'employeur peut être engagée si l'employeur n'a pas mis en place les mesures de prévention. Sa responsabilité peut être engagée. Pour ce qui est de la maladie professionnelle, donc à la demande, je le répète, du salarié, ça n'est pas assez su et c'est un petit peu dommage. Là, il appartiendra, sauf en situation de milieu de soins, aux salariés d'apporter quand même un faisceau d'indices que c'est bien l'employeur qui en est responsable. Cela étant, l'employeur qui ne prendrait aucune mesure de prévention des risques serait susceptible d'être poursuivi pour mise en danger d'autrui, y compris par nos services. Voilà. Il n'y a plus de questions qui s'affichent, donc je remercie les participants qui ont posé une question. J'espère que nous y avons bien répondu. Je me permets de profiter un petit peu de ce moment pour vous faire part de tentatives d'escroquerie par hameçonnage concernant l'activité partielle, hein. Je ferai passer ça à la CCI si elle ne l'a pas eu. Il y a des personnes qui se font passer pour des agents de l'agence de services et de paiement, qui est l'agence financière de l'État qui paye l'activité partielle, et qui sont susceptibles de réclamer des sommes aux employeurs en indiquant qu'il s'agit d'un indu, c'est-à-dire que l'employeur a trop perçu par rapport à ce qu'il devrait percevoir. Bon, c'est une fraude. Ce que je vous propose, c'est si vous êtes contacté par des personnes comme cela, n'hésitez pas à pour les personnes, enfin pour les employeurs du Rhône, hein, n'hésitez pas à nous contacter au service de l'activité partielle dont je donnerai l'adresse institutionnelle à la CCI. Naturellement, pour les entreprises qui font partie de la Loire, aucun problème, ils s'adresseront au service activité partielle de nos collègues de la Loire qui répondront également, hein. Mais je souhaitais appeler votre attention sur ces escroqueries qui sont un petit peu fréquentes, hein. J'enverrai un petit mot à la caisse, pardon, à la CCI, hein, aux organismes consulaires. Je crois d'ailleurs qu'ils ont déjà été informés pour qu'ils puissent le relayer auprès de toutes les entreprises.
Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je n'en vois pas qui s'affichent. Bon, je me permets de vous relayer l'information de Frank Bach. Allez sur le site du ministère du Travail. Je ne sais pas si je peux y aller comme ça. Si je vais sur le site, ça s'affichera là du ministère du Travail. Pour le projeter, non? On va essayer. Hein? Non? Alors, allez sur le site, excusez-moi, allez sur le site du ministère du Travail. Vous trouverez énormément d'informations, tant sur le plan de la santé-sécurité des salariés pour le Covid, que pour l'accompagnement des entreprises, le plan de relance et tout ce qui est activité partielle. C'est très complet, c'est très régulièrement mis à jour et cela vous permettra d'avoir tous les éléments pour pouvoir vous guider facilement et rapidement. Voilà. Merci infiniment de votre attention. Nous avons été très heureux de pouvoir vous aider, nous l'espérons. Quoi? C'est vous qui allez le dire ça. Voilà. Le webinaire sera bien sûr disponible sur le site de la CCI. Merci encore de votre attention.